Thierry, Nuit debout, stand écologie radicale. D'accord. Ben, je m'appelle Thierry et les Indiens d'Amazonie m'appellent le blanc-rouge et dans leur langue c'est Palasitakpilem, en langue des Indiens Caribes Wayana. Ok. Alors, Demain c'est le dimanche 22 mai. Je suis ici depuis le 28 avril et je suis très content de revenir demain. J'espère qu'il y aura du soleil parce que je vais installer un grand stand sur l'écologie radicale, sur la décroissance, et j'appelle ça la décroissance à fond, vraiment la décroissance, sortir de la démesure du monde occidental, du monde productiviste. Moi je suis autant un anticapitaliste qu'un anticommuniste parce que je suis contre tous les systèmes industriels avec des usines. Je trouve que travailler à l'usine c'est une honte, que c'est extrêmement pénible, que c'est indigne, donc je suis contre le salariat. Je suis pour l'abolition du sort ouvrier. Je considère qu'il y a deux crimes contre l'humanité. Le premier crime, c'est le crime d'esclavage et le deuxième crime, c'est le crime d'ouvriérat. Il faut abolir le fait d'être ouvrier comme il faut abolir le fait d'être esclave. Et je pense que la vie écologique, c'est une vie dans la nature, avec la nature, en vivant le plus simplement possible, une vie modeste, en petits groupes, en tribus, en vie sauvage. Moi j'admire la vie sauvage, parce que sauvage ça veut dire libre, ça veut dire forêt, ça vient du latin sylvestris qui veut dire forêt. Et donc je me bats pour la multiplication des petites civilisations, et je suis contre la civilisation, parce que civilisation ça vient de civis, la ville, et la ville pour moi est un camp de concentration pour êtres humains entassés contre leur gré. Donc je suis contre la ville, je suis contre la modernité, je ne crois pas au progrès. Pour moi le seul progrès c'est ce qui améliore l'épanouissement humain, et le vrai épanouissement humain c'est la vie modeste, à petite échelle, dans la nature, avec des petits moyens exclusivement à la main. Donc je suis contre l'industrialisme et à la place je prône l'artisanalisme, c'est-à-dire tout faire à la main avec art, douceur, lenteur, tranquillité et sans polluer. Et je considère que le monde moderne nous conduit à l'extinction non seulement de l'espèce humaine, mais d'une grande partie des plantes et des animaux. Beaucoup de scientifiques disent qu'on est en train de vivre la 6e extinction massive des espèces. Et le climatologue James Hansen a expliqué dans un article récent qui s'appelle Climate Sensitivity, c'est 35 pages, ça se trouve sur internet. James Hansen est le premier qui a fait un discours au Congrès aux États-Unis pour parler en 1988 des dangers des gaz à effet de serre. Et James Hansen a dit, si c'est les hommes d'affaires comme d'habitude, les bénéfices comme d'habitude, Total et Shell et Exxon qui continuent à ravager la planète en sortant tous les fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole, à ce moment-là, la température moyenne du globe en 2100 ne sera pas de plus 2 degrés ou plus 4 degrés ou plus 6 degrés, la température va être de plus 16 degrés. Et 16 degrés, c'est juste une moyenne mondiale globale. Ça veut dire que comme les 2/3 de la planète, c'est des océans, les océans ont tendance à absorber et à refroidir. Mais sur les continents, ça va être plus 24 degrés, et au pôle Nord et au pôle Sud, ça va être plus 30 degrés. Donc il n'y aura plus du tout de glace, le niveau des mers va augmenter de 60 mètres, donc toutes les zones côtières vont être envahies par la mer, et le plus grave, c'est pas la température, c'est la vitesse d'augmentation de la température. Et avec la vitesse d'augmentation de la température, ça c'est l'article de James Hansen, il dit qu'aucun vertébré, c'est-à-dire animal doté d'une vertèbre, d'une colonne vertébrale, pourra survivre. C'est-à-dire que tous les êtres humains, qu'il s'agisse des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des batraciens, tous ces animaux-là, y compris donc les êtres humains, vont disparaître, et à la fin il ne restera que des unicellulaires, c'est-à-dire des bactéries, des virus, et je trouve absolument horrible
que tout ça, ça va arriver à cause de la folie de démesure de certains êtres humains. Moi, j'accuse pas Anthropocène, comme certains disent le mot Anthropocène. J'accuse pas l'être humain en général. Je n'accuse que les êtres humains qui sont dans des systèmes de démesure, dans des États, dans des empires. Je n'accuse pas les Pygmées, je n'accuse pas les Papous, je n'accuse pas les Touaregs. Je n'accuse que les gens qui sont dans des structures étatiques mégalomanes. Donc en fait, le mot que j'aime bien pour résumer tout ça, c'est le mot mégalocène. J'accuse un système de mégalomanie, j'accuse la folie des grandeurs. Les Grecs disaient le mot hubris. Hubris, ça veut dire la démesure. Et donc j'accuse la démesure, la folie des grandeurs, la folie de la cupidité, l'accaparement des biens, accumuler des biens matériels. Ça, c'est de la folie. Platon le disait déjà il y a 2000 ou 3000 ans. Et c'est ça notre ennemi. L'ennemi, c'est cette soif de frime et d'accumulation, cette haine des autres, c'est-à-dire en vouloir plus que les autres. Quand on est un être humain normal, on partage ses biens. Si on a trop, on donne. Moi, je suis ethnologue, j'ai vécu 15 ans dans une tribu en Amazonie et je connais plein de coutumes dans les sociétés dites sauvages où dès que quelqu'un a plus qu'un autre, vite, il se dit « Oh, quelle horreur !» J'ai plus qu'un autre, vite, il faut que je donne mes biens. Et il s'empresse de donner ses biens parce que son honneur, c'est de devenir pauvre pour être réduit à zéro au niveau de sa fortune et de répartir de façon à ce que tout le monde ait la même chose. Donc moi, j'admire les sociétés sans hiérarchie, sans chef, où il y a égalité des rôles entre les hommes et les femmes. Et j'admire les sociétés où il n'y a pas de hiérarchie et égalité totale entre les gens. Et ça, je l'ai vécu dans des tribus, autant au Niger, où en tant qu'élève boursier Zelidja, c'est-à-dire une bourse de l'éducation nationale quand j'avais 17 ans, j'ai réussi à vivre en Afrique chez les Touaregs. Et ensuite, je suis devenu ethnologue, élève de Robert Jolin qui a inventé le mot ethnocide, élève de Pierre Clastre qui a démontré que les sociétés sauvages sont des sociétés sans chef. Son livre s'appelle La société contre l'État. Donc ce sont mes deux professeurs principaux en France. Et en 1986, je suis arrivé en Amazonie et j'y suis resté 15 années. Mais comme j'ai fait de la politique, que j'ai lutté contre les mines d'or qui se multipliaient en Guyane française, dans cette colonie française incroyable, qui est grande comme le Portugal et qui est recouverte à 99% de forêt tropicale, amazonienne. J'ai lutté contre les mines d'or. On a tué deux de mes amis, des militants écolos qui ont créé un journal écolo qui s'appelle Le Pouille d'Agouti. L'un d'eux s'appelle Chris Wood. C'était un ancien skipper d'un bateau de Greenpeace. Et moi, on a essayé de me tuer. J'ai été menacé par un service de l'État français qui s'appelle la DGSE, c'est-à-dire l'espionnage militaire français. Ils ont essayé de me tuer et finalement, ils n'ont pas réussi à me tuer, mais à la place, ils m'ont mis en prison. Et donc, à la fin de mon séjour en Amazonie, j'ai été menotté par la gendarmerie française et on m'a condamné à 10 ans de prison en disant que j'étais le responsable de la guerre entre les Indiens et les mines d'or. On a dit que j'étais ce fou de blanc qui vit tout nu chez les Indiens et qui excite les Indiens pour se révolter contre les mines d'or et la pollution au mercure. Et donc pour empêcher ce blanc qui se mettait en travers des intérêts des multinationales venues du Canada, parce que c'est eux, les Canadiens, qui sont les spécialistes mondiaux de l'exploitation de l'or partout et de plein d'autres mines d'ailleurs. Le Canada est le pays le plus dangereux du monde au niveau des mines, qui multiplient au Canada. Il faut voir le livre qui s'appelle Noir Canada, qui est exclusivement sur Internet, parce que le livre est interdit de vente par les multinationales canadiennes. Donc, à cause du Canada, qui a demandé à la France que je sois mis en prison, j'ai été mis en prison. On m'a condamné à 10 ans de prison et sur les 10 ans, dans le système français classique avec les remises de peine, j'ai exécuté ma peine de 1995 à 2001. J'ai été libéré en mai 2001 et j'ai rendu mon rapport à l'université le 11 septembre 2001, un jour un petit peu particulier. Et ce rapport s'appelle « Un parc contre les Amérindiens, histoire de la création du parc national en Guyane française 1960
2000. C'est le travail que j'ai fait et que j'ai signé de mon nom, à savoir Thierry Salentin. Et j'avais commencé ma carrière au niveau éducation nationale en étant décoré en 1970 meilleur lycéen de France. J'ai gagné le concours général des lycées de France en histoire et géographie. Et à l'époque, j'ai été invité au ministère de l'Éducation nationale et c'est le ministre Olivier Guichard qui m'a remis la décoration de meilleur lycéen de France. Et l'année d'après, l'Éducation nationale m'a offert une bourse, la bourse Zelidja, qui m'a permis de vivre chez les Touaregs au Niger. Et c'est ça qui m'a donné le goût pour l'ethnologie et pour les séjours au sein des peuples qui sont pour moi des peuples en avance sur nous. Pas plus tard que hier, j'étais au CNAM, au Congrès mondial sur l'économie sociale et solidaire. Et à ce congrès, j'ai pris la parole pour expliquer qu'il y avait une difficulté avec le mot solidaire. Que veut dire exactement le mot solidaire? Qui doit se solidifier avec qui? Est-ce que c'est encore les Européens qui doivent se pencher vers les pauvres Africains pour expliquer aux Africains par solidarité comment devenir aussi merveilleux que les Européens? Et moi j'ai dit non, c'est le contraire. C'est aux Européens à reconnaître leur erreur, à reconnaître que leur mode de vie est stupide, absurde, qu'il conduit à l'insoutenabilité, c'est-à-dire au déséquilibre écologique, et que nous, les Européens, par solidarité, nous devons apprendre à imiter l'Afrique qui est en avance sur nous. C'est l'Afrique qui est en avance. Et donc nous devons apprendre à devenir africains pour vivre avec des moyens simples, des moyens pauvres, des moyens tranquilles qui ne détruisent pas l'environnement, qui respectent les écosystèmes. Et évidemment, je fais allusion aux anciens modes de vie africains avant l'ethnocide. L'ethnocide étant une forme de génocide culturel qui a totalement détruit les traditions africaines. Donc le travail de solidarité, ça consiste à aider les Africains à redevenir traditionnels, à redevenir fiers du savoir de leurs anciens, pour abandonner l'occidentalisation, abandonner le soi-disant mode de vie européen qui serait soi-disant merveilleux, pour redevenir des vrais Africains. Et nous, les Européens, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est réapprendre à nous réensauvager pour abandonner la civilisation, parce que la civilisation, c'est l'ennemi, et ce qu'il faut, c'est retourner à la vie sauvage, retourner à la vie libre. Pour moi, un animal en cage, un animal domestique, c'est indigne. Un animal digne, c'est un animal qui retourne à la vie sauvage, c'est-à-dire qui sort de la cage et qui redevient sauvage. Ça, c'est une belle vie. Nous, en étant en ville, par exemple à Paris, on est en cage, on est enfermé, on est des animaux domestiques, on a un mode de vie stupide dans des clapiers à lapins. Notre rôle à Nuit debout, c'est de nous donner du courage pour fuir cette vie en cage, fuir la vie en ville, repartir dans la nature sauvage, multiplier les espaces sauvages partout et réapprendre à vivre en tribu. Moi j'ai des amis qui vivent actuellement dans les Pyrénées, dans une immense forêt en Ariège. D'après la préfecture qui a fait un recensement, ils sont 6000. Il y a 6000 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui vivent le plus en autarcie possible, uniquement de leur petit jardinage, de leur petit élevage, des cueillettes dans la forêt. C'est des gens qui font tout à la main, ils n'ont pas de moteur, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de plastique. Les femmes ne vont jamais à l'hôpital pour les accouchements. Les accouchements ont tous lieu à la maison et les femmes accouchent accroupies en se tenant à une barre pour accoucher en fonction de un système naturel de gravité. C'est beaucoup mieux d'accoucher accroupi qu'allongé. Les enfants ne vont jamais à l'école parce que l'école c'est un endroit où on apprend à s'insérer dans une société qui ne mène qu'à la mort. Donc c'est pas la peine d'envoyer nos enfants à la mort, c'est-à-dire à l'école. Il faut instruire nos enfants nous-mêmes et apprendre à nos enfants à devenir des experts en plantes médicinales, en cueillette dans la forêt, l'art de la sculpture du bois, l'art de la vannerie, l'art de la poterie, l'art du petit jardinage à la maison. Mais il n'y a rien à apprendre à l'école. Et on peut apprendre à lire et à écrire
à la maison, l'hiver, quand il y a des longues soirées. Je connais Djala. Djala, elle est née dans une de ses familles, parmi ces 6000 personnes qui vivent dans la forêt. Certains de ces enfants ne sont pas déclarés à la naissance, donc ils n'ont pas d'état civil, ils n'ont pas de papier. Et les parents disent, il n'y a pas besoin de papier, parce que nous, on ne veut pas rentrer dans la société, on ne veut pas s'insérer. Donc on veut être des illégaux et on ne veut même pas d'allocation familiale. Donc ils ont écrit au préfet, monsieur le préfet, veuillez nous délivrer des allocations familiales. On ne veut pas de votre fric puant. Nous, on veut vivre sans rien venant de l'État. Et ils le font. Moi, je trouve ça héroïque, je trouve ça très bien. Et ces gens-là sont des pionniers qui sont en train de nous donner des idées pour une vraie vie révolutionnaire, c'est-à-dire une vraie vie écologique qui nous débarrasse à la fois du capitalisme, du communisme, du socialisme et de tous ces noms en isme de folie des grandeurs, de gens qui rêvent avec l'industrie, les usines, les machines. Moi, j'en ai rien à foutre des techniques modernes, parce que les techniques modernes, ce sont que des techniques qui nous rendent esclaves d'objets dont on ne comprend même pas le fonctionnement. Je suis que pour les objets qui sont fabricables à la main, à la maison, dans un tipi, dans une yourte, dans une cabane, avec le bébé sur ses épaules et une vie tranquille où on fabrique les choses avec beaucoup d'art, beaucoup d'amour, beaucoup de tranquillité et sans polluer. Ça, c'est des beaux objets. Mais un objet, je ne sais pas, comme un portable ou même un stylo à billes, ça ne va pas parce qu'on ne peut pas le fabriquer nous-mêmes. Il faut avoir en main que des objets beaux. Il faut que tout soit beau dans la vie, que dans la maison il n'y ait que des objets beaux, que tout respire l'art, la beauté, l'harmonie, parce que c'est que du fait main, que des objets artisanaux. C'est ça la belle vie. Aux États-Unis et en Canada, Amérique du Nord, donc, ce qui est formidable, c'est qu'en ce moment, il y a 1 million de personnes, ce sont les chiffres de Nick Rosen dans un livre qui s'appelle Off the Grid, et ça a été repris par un Suisse qui s'appelle Eric Valli, qui a fait un très beau film qu'on peut trouver sur internet, YouTube. Ça s'appelle Lynx, une femme hors du temps. Lynx, c'est une femme qui était à l'âge de 18 ans punk à Amsterdam. Elle a eu peur d'avoir une overdose, de sombrer dans la drogue ou dans des histoires un peu glauques. Et elle a eu la chance très jeune de se sauver dans les montagnes rocheuses en Amérique du Nord. Et depuis 25 ans, elle est devenue la meilleure experte au monde de l'art de vivre dans la nature. Elle est même capable de faire des haches de pierre, de faire des couteaux en pierre. Et quand on va vivre avec Lynx, elle apprend à tous les gens qui vont la voir à vivre complètement dans la nature, de la nature, sans jamais rien acheter dans la société de consommation. Et alors il y a un livre qui explique tout ça, ça s'appelle Rencontre hors du temps, c'est édition La Martinière, et c'est le livre d'Eric Valli. Et il y a une dizaine de chapitres, et il y a un des chapitres qui est consacré à Lynx, mais il y a plein d'autres exemples. Et moi je trouve formidable qu'en ce moment, d'après Nick Rosen, il dit exactement en 3 ans le nombre de homes, alors home on peut traduire par foyer, le nombre de foyers qui a décidé de couper tout lien avec le monde industriel est passé en 3 ans de 300 000 homes, foyers, à 500 000 foyers. Alors si dans un foyer, on imagine qu'il y a 3 personnes dans 500 000 foyers, ça fait 1 500 000 personnes qui ont coupé tous les ponts et qui vivent dans un style paléolithique, c'est-à-dire avec des pierres. Ils n'ont pas de tranchants métalliques et ils vivent totalement hors du monde industriel. Je trouve ça génial. Pour moi, c'est ça l'avenir, c'est ça la révolution écologique. Il faut arrêter de rêver avec la modernité et il faut aller vers un mode de vie le plus écologique possible. Et en plus, c'est une vie heureuse, c'est une vie agréable. Moi, j'ai vécu chez ce qu'on appelle les sauvages en Amazonie. Je connais très bien le mode de vie, par exemple, des Yanomami. Je l'ai écrit sur un site qui s'appelle Morikido, avec un K, Morikido. L'article s'appelle Permaculture, agroécologie, jardin-forêt, des savoirs millénaires. On trouve ça aussi sur le site qui s'appelle partage-le.com. Et là, j'explique que le mode de vie des Indiens en Amazonie, c'est jamais plus de 3 heures de travail par jour. C'est vraiment un mode de vie formidable où en plus, ils n'ont jamais le sentiment de travailler. Tout ce qu'ils font, c'est la joie, c'est agréable. D'ailleurs, dans une langue des aborigènes australiens, les Yirons,
pour dire travailler, le mot qui ressemble le plus à travailler dans leur langue, traduit en français, c'est jouer. C'est des gens, toute leur vie, ils ne font que jouer, ils ne travaillent jamais. Et pour moi, c'est ça l'idéal. Donc je ne vais pas me battre pour l'histoire de la loi El Khomri, ou alors je vais être encore plus radical, abat la loi El Khomri, et même plus loin, abat le travail, abat le salariat, abat l'usine, on fugue, fugue générale, il y en a qui disent grève générale, moi je dis fugue générale, on se barre, on fait sécession, on déserte, et on part créer des tribus dans les coins de nature encore sympas. Il y a une loi française qui est la loi 87-267 de avril 1987. C'est une loi qui accorde aux squatteurs qui vivent dans la forêt domaniale de l'État français. Cette loi accorde Alors la loi dit: nous constatons des droits d'usage collectif au profit des communautés d'habitants. Alors, si on est des squatteurs, qu'on est installé dans la forêt de l'État, l'État constate l'existence d'un groupe et au profit de ce groupe accorde une immense surface de forêt avec des droits d'usage collectif. Il n'y a que deux conditions. La première, il faut être un groupe ou une communauté, la loi dit communauté d'habitants. Et la deuxième, il faut vivre dans la nature et de la nature de façon traditionnelle. Et moi je trouve que c'est génial pour des écolos. Et je connais ce coin de forêt où on peut bénéficier de droits d'usage collectif. C'est 2 millions d'hectares, gratuits pour tous les écolos qui veulent créer des éco-villages. Et il y a assez de place pour faire 100, 200, 300 éco-villages. Et je trouve génial parce que pour les enfants, c'est formidable qu'il y ait plein de villages pour que les gosses puissent jouer ensemble, s'amuser ensemble. Et puis on fait des grandes fêtes, de temps en temps les villages se rassemblent. Et nos voisins à gauche et à droite de ces 2 millions d'hectares, d'un côté c'est les Indiens Wayana, de l'autre c'est les Indiens Wayampi. Et ces Indiens peuvent être nos futurs professeurs de l'art de vivre dans la forêt. Parce que nous on est des petits blancs à la con européens, on n'y connaît rien. On a souvent été élevés par papa et maman en ville. Et grâce aux Indiens Wayana et aux Indiens Wayampi, et même à d'autres Indiens que je connais, parce que j'ai passé 15 ans là-bas, il existe des Indiens qui ont des haches de pierre, qui fuient tout contact, qui refusent tout contact avec le monde extérieur. Ces Indiens-là peuvent apprendre aux enfants de nos enfants l'art de vivre avec des haches de pierre. Nous déjà, si on apprend à vivre comme les Wayana ou les Wayampi, ça sera déjà très bien. Mais nos enfants et les enfants de nos enfants nés sur place, ils vont être encore plus doués que nous, parce qu'eux, ils vont naître sur place, donc ils vont être habitués au terrain. Et ils vont être, ça va être génial pour eux de contacter des groupes pour des haches de pierre, pour apprendre des techniques qui sont les mêmes depuis 10 000 ans. Et ça, c'est les vraies techniques pour vivre en autarcie totale, en indépendance totale, pour une vie géniale qui n'apporte que du bonheur. Parce que c'est ce que j'ai ressenti, c'est vraiment une vie de bonheur. Et j'en ai dit, je pense, assez. Je voulais te parler quelques minutes, mais là, j'en ai parlé beaucoup. Donc, je m'en aille, je vais finir par rater mon RER. Okay, voilà. Si tout à l'heure, mon dernier est à minuit 41. En tout cas, merci beaucoup. Hein? Vas-y. Voilà, alors je porte un chapeau qu'on appelle un chapeau cloche. C'est le chapeau qui est partout dans les dessins de GB de Charlie Hebdo. Ouais. Et c'est le chapeau qu'on voit aussi dans le film de Jacques Doyon qui est sorti en 1973, qui s'appelle L'An 01. Donc la BD de GB s'appelle L'An 01, le film s'appelle L'An 01. C'est un film génial qui met plein d'optimisme sur le jour de la révolution écologique où dans les rues de Paris c'est terminé, il n'y a plus d'auto, il n'y a que des vélos, il n'y a plus de goudron, on fait des jardins potagers partout. Et comme tous les jeunes de la génération 68 sont partis dans les Pyrénées et revenaient de temps en temps à Charlie Hebdo, tous avec des chapeaux comme ça qu'on trouvait dans l'usine à chapeaux de Esperaza dans l'Aude, c'est au sud de Carcassonne. GB s'est dit c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces jeunes avec des chapeaux bizarres sur la tête? Mais nous on trouvait ces chapeaux dans les poubelles de l'usine à chapeaux d'Esperaza.
Et comme à l'époque, la mode, c'était de jamais acheter des trucs dans les magasins pour boycotter la société de consommation, on voulait que des trucs gratuits. Quand on a trouvé ces poubelles avec plein de chapeaux gratuits, on les mettait sur notre tête et voilà l'histoire du chapeau. Et celui que j'ai sur la tête, il date de 1972, c'est le vrai chapeau de l'an 01. Voilà. Ok, merci. Merci Thierry.